Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Ciao à tutti, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Canal Inter, le premier de l'année 2026. On va faire un petit peu comme les vieux, comme les boomers, en commençant même 12 jours après, en vous souhaitant une bonne année. Meilleurs vœux de la part de toute l'équipe de Canal Inter, qui est toute l'équipe de Canal Inter, dit Logan qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui sera très certainement lors du prochain épisode, et dit bien sûr aussi Giuliano De Pasquale. Salut Giu. Salut Cédric, salut tout le monde et bonne année à tout le monde, bonne année, bonne santé à tout le monde, même à Akanji. Non, on va pas commencer calme, comme dit l'entraîneur du Milan. Calme. On va en parler. Post-Inter Napoli, pour être franc, on a failli vous mettre la rediff en fait du derby, du match aller, du débrief de la Juve. Alors la seule différence, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas une défaite, mais un match nul, vers à moitié plein. Il n'y a toujours pas de victoire, vers à moitié vide, et surtout, il y a des regrets. C'est la constante lors des confrontations directes depuis maintenant 18 mois. On va en parler aussi. Bon, Giuliano, pour commencer sur ce Inter-Napoli 2-2, avec donc... on va quand même parler aussi des points positifs, des points négatifs, un petit peu tout, mais toi, de façon globale, maintenant, on est 13 heures après le match. Quel est ton sentiment, et après une petite nuit pour essayer d'abaisser la tension? C'est une vraie déception, encore une fois, même si il n'y a pas eu de défaite. On est sur le premier match nul de la saison, à part le match de Supercoupe contre Bologne, si on peut dire que c'est un match nul. Et donc, pour moi, je le prends quand même comme une défaite, parce que tu mènes 2 fois au score, tu te fais rejoindre 2 fois contre le jeu, 2 fois où tu es le mieux justement dans le jeu. Pour moi, ça va pas, c'est pas possible, ce genre de choses. En plus, on sait que il y a une crise dans les gros matchs, et on est face à une équipe du Napoli qui a énormément de blessés et pas des moindres. On parle de Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Neres et d'autres. Donc, c'est quand même des joueurs clés qui n'étaient pas là. Et on n'a pas réussi. On est tombé face à une équipe qui avait plus envie, qui avait montré plus d'envie encore que les joueurs de l'Inter. Et ça, c'est pas normal. Quand tu es dans la course Scudetto comme ça, que tu as une opportunité de prendre le large, qu'en plus, tu es sur cette série où tu n'as pas de victoire contre les gros, je ne comprends pas à quel moment on gagne pas ce match. En plus, encore une fois, on avait tout pour le gagner, ce match. Tout pour le gagner et aisément. Donc, déçu. Surtout que contrairement match contre la Juve ou l'aller contre le Napoli, où à chaque fois tu pouvais dire ou l'arbitrage ou vraiment certains problèmes individuels, gros, on va y revenir. Mais bon, il n'y a pas eu. Contre la Juve, on se souvient, mon Sommer, quand il y a 2 buts qui sont clairement pour lui. Là, il ne peut rien sur les deux. Voilà. Il prend 2 buts à un moment donné. Bon, il ne peut pas faire grand-chose sur ces 2 buts-là. Il n'y a pas un joueur, on va dire, qui a vraiment sabordé l'équipe. Il n'y a pas la décision de l'arbitre comme au match contre le Napoli. Il y a ce penalty à 0-0 qui, on a vu, a fait sortir complètement l'équipe du match, même si après, tu as quand même un poteau et compagnie. Mais ça a mis un coup d'arrêt net. Là, non, tu as même la solution, tu as même la situation. Il y a penalty, mais c'est un penalty. C'est parti de ces nouveaux pénaltys, le fameux step on foot, c'est-à-dire bon, quand tu écrases le pied d'un joueur dans la surface, c'est pénalty, c'est la règle. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est le genre de pénalty, on va dire, déjà généreux. Il y a pas de problème. Mais bon, du coup, tu as même le petit coup cette fois-ci en ta faveur. Et malgré ça, tu ne tiens pas le résultat. C'est ça qui est frustrant, effectivement, parce qu'après, le Napoli fait un très bon match. Ils ont mis une grosse intensité. Moi, j'ai été surpris dès le début du match de voir ce Napoli. Alors que la compo d'équipe, c'était Di Lorenzo, Pisto, pour mettre Buckheim en défense, Politano ailier. Donc je me suis dit, ça y est, Conte, il vient pour faire le match nul. On le connaît. Non, au contraire, c'est une équipe qui t'a mis beaucoup d'intensité. Toi, tu marques sur ta première action, ce qui n'arrive jamais. Normalement, d'habitude, tu as besoin de 8 tirs pour marquer. Là, première action, beau but de Di Marco. Et c'est vrai que tu te fais rejoindre. Le début de la seconde période est catastrophique. Le Napoli te met la tête sous l'eau. Malgré tout, tu mènes 2-1. Et c'est vrai que même moi, je me disais, cette fois-ci, ça va tomber du bon côté. Ça va tomber du côté de l'Inter. Non. Tu te prends un but, pour moi, lunaire, parce que tu as la défense en place dans la surface de réparation. Et tu as plein de petites erreurs individuelles qui finissent au doublé de McTominay. C'est ça qui est frustrant, je suis d'accord avec toi, c'est que pour une fois, tu avais le match en main, pour une fois, tu avais les épisodes qui semblaient en ta faveur. Et même quand ça tourne de ton côté, tu es incapable
de porter c'est la victoire, quoi, de Mais la valider. la similitude avec, les autres gros matchs qu'on loupe, c'est aussi au niveau des erreurs individuelles. C'est sur le premier but, tu une double erreur individuelle, avec, Luis Enrique et Bastoni, Zielinski, je sais plus. C'est Heu, Bastoni. Alors, Bastoni, d'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est bon, il suit effectivement, Elmas de mémoire, et c'est vrai que du coup, il se retrouve à droite. Il fait signe à Luis Enrique d'aller suivre Spinazzola qui les double. Enfin, il y a une sorte de confusion. Et moi, j'ai l'impression que Bastoni, en fait, je ne vais pas dire que si c'est Dumfries qui est là, il ne fait pas ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il suit encore plus parce qu'il se dit c'est Luis Enrique qui est là-bas. Et donc, il faut qu'on double le marquage, quoi. Mais c'est vrai qu'il du coup, il a une erreur. Et puis après, il y a Zelensky qui s'est bouffé à la course par McTominay, mais bon, ça peut arriver, ça. voilà, il y a ça, les erreurs individuelles. L'erreur individuelle, si ça l'est aussi sur le deuxième but, je veux dire, Barella, il fait pas beaucoup d'efforts pour empêcher, la remise dans le paquet de Noah Lang et après, au marquage de McTominay, je veux dire McTominay, c'est plus une surprise, hein. C'est Ah, fini, bah, ouais, mais c'est un truc de fou, toujours lui, toujours lui. Je veux dire, pour le coup, joueur, exceptionnel alors qu'il était nul à Manchester United et là, terrible, vraiment terrible et c'est plus une surprise. C'est que depuis, l'année dernière, on sait que c'est un joueur qui marque beaucoup, qui est clutch et il y a pas de plan anti-McTominay et en plus, il donne un premier avertissement avec frais en mettant le premier but. Même chose, deuxième but. Je veux dire, à partir de là, tu mènes 2-1, tu as McTominay qui tu sais ce qu'il va faire, tu sais que c'est lui qui peut faire mal. Marquage à la culotte, je sais pas, mets quelqu'un à fond dessus. Il y a personne, il est tout seul. Ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, au niveau coaching, là, peut-être que Kivu avait prévu quelque chose, mais moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu, c'était pas clair, en tout cas, ce qu'il avait prévu. Et la gestion McTominay, elle était catastrophique. non, mais c'est vrai que ça fait quand même 4 buts de McTominay contre l'Inter depuis qu'il est en Serie A en 4 matchs. C'est vrai que c'est 3 cette saison quand même maintenant. Et je sais pas ce que tu en penses, mais lorsqu'il y a eu ce but de McTominay, ça m'a fait penser au but de Billing l'an dernier, le fameux 1-1 au Maradona lors du match retour, et ça Mmh. m'a donné un petit peu la même sensation. C'est-à-dire que l'Inter, en menant contre le Napoli, même s'il y a plus de matchs à jouer, parce que c'était au mois de mars, le match retour la saison passée, genre 26 ou 27e journée de mémoire. Là, tu es seulement à la 20e journée et tu as match en retard. Donc, tu n'as fait que la moitié du championnat, tu n'as fait que 19 matchs. Donc, il y a encore plus de points à prendre, bien sûr. Mais tu avais un peu la sensation que si tu bats le Napoli, tu les mets à 7 points sans avoir les jouer encore. Donc, ça veut dire que tu as plus de 2 jokers d'avance sur eux. Eux aussi ont la Ligue des Champions cette saison. Donc, tu faisais quasiment un break qui, pour moi, était quasiment définitif sur eux. Et la saison passée, c'était un petit peu la même chose. Si tu les battais au Maradona, tu leur mettais un vrai coup sur la tête et tu pouvais aller vers le Scudetto. On a vu au final, tu le perds de 2 points. Donc, effectivement, tu le perds là, en grande partie, ce Scudetto. Tu peux parler de Bologne, de la Roma, de tous ces matchs-là, de la Lazio avec la main de Bissek. Mais si tu gagnes la confrontation directe, le championnat est terminé. Et là, c'est un petit peu la même chose. Avec ce match nul-là, et le scénario avec ce Napoli qui, après le penalty, se relève, Conte qui prend le rouge, mais ils vont quand même chercher ce point-là. En fait, tu les laisses en vie et tu leur donnes même l'avantage psychologique alors que tu es devant au championnat, mais c'est comme si c'est eux qui avaient gagné le match quasiment. Et c'est ça aussi qui ajoute de la frustration. Mais ça, on en a déjà parlé aussi dans notre épisode sur, après le derby perdu. C'est que j'ai dit qu'il faut arrêter de se croire comme les plus forts et cetera et je ne sais pas pourquoi on n'a plus cette mentalité de gagnant, on n'a plus cette mentalité d'y aller, de s'arracher et cetera. Ce qu'on constate, c'est que c'est les autres qui vont s'arracher contre nous. Donc c'est plus possible. Il faut faire quelque chose au niveau mental ou si vous êtes fatigué, alors ne jouez plus et laissez la place à ceux qui ont faim, je ne sais pas moi. Mais il y a un blocage quelque part. Il y a un blocage quelque part et c'est vraiment triste de voir une équipe du Napoli qui, sur le papier, est largement inférieure à l'équipe que l'Inter a alignée. Et au final, les joueurs du Napoli auraient peut-être plus mérité la victoire ce dimanche. Par l'intensité qui a été mise, par la volonté, par la combativité, tout ça. Même si au niveau de la qualité, l'Inter était meilleur. Mais à un moment, il faut arrêter de se prendre, comme j'ai déjà dit de nouveau dans l'épisode sur le derby, arrêter de se prendre pour les plus forts, redescendre les pieds sur terre,
comprendre que on est les challengers, c'est le Napoli qui est champion et qu'il faut, faut batailler, quoi, les gars. Euh, Après, il y a d'autres trucs qui m'ennuient aussi. La gestion de Kivu dans l'avantage. Tu as 2-1. La grande différence avec Inzaghi, c'est qu'avec Inzaghi, on souffrait. On bloquait, on reculait dès qu'on avait l'avantage, même contre les petits. C'est comme ça aussi qu'on perdait des points. Avec Kivu, c'est l'inverse. On continue de jouer, parfois un peu trop. Et on laisse parfois un peu trop d'espace. À un moment, il faut trouver aussi un équilibre. Tu vois, Akanji, ça allait pas. Il s'est fait bouffer par Højlund. Il n'arrivait pas à batailler contre Højlund, même si Højlund, lui, a dit en interview que c'était 50-50. Moi, à la TV, j'ai vu que c'était 100% zéro. Et à un moment, il faut prendre une décision. Acerbi, il est sur le banc. Acerbi, on sait qu'il a encore des qualités, que c'est un joueur qui sait faire face contre des attaquants en solo, comme ça, quand il y a un attaquant en pointe. Mets-le, change quelque chose, ou à la mi-temps, parce que tu vois que la première mi-temps, ça ne s'est pas bien passé, ou en deuxième mi-temps, après avoir mené 2-1, parce qu'il faut cadenasser à un moment. Je suis d'accord qu'il ne faut pas souffrir comme Inzaghi l'a fait pendant 4 ans, mais il fallait faire quelque chose, il fallait faire un choix. Et le choix tactique, il n'a pas été fait. Ça a été encore plus après de mettre des attaquants, changer l'attaque, etc. Pour moi, ça a été mal géré. Mal géré par Kivu au niveau de certains choix tactiques et au niveau du mental. Alors, 2 petites choses. Je suis d'accord avec toi sur la gestion de Kivu sur ce match. Bon, on a vu la différence comme on l'a vu contre Allegri au match aller, comme on l'a vu contre Conte aussi au match aller. On voit que Christian Kivu sera certainement un très grand entraîneur, mais qu'il lui manque de l'expérience et que sur les gros matchs, il a un problème de lecture des événements. Alors que c'est vrai que tu parlais de ce côté joué et compagnie, mais moi je me souviens contre le Genoa, il a fini en 4-5-1 avec Akanji milieu de terrain. Contre l'Atalanta, il a fini en 5-4-1 avec Fratesi et Diouf qui étaient milieu sur les côtés pour doubler les par rapport aux latéraux. Donc, d'ailleurs, il y a une énorme occasion, c'est pas Pasalic, c'est Samardzic qui a une occasion énorme. Donc, sinon on peut écrire l'histoire, mais à part ça, c'est une équipe qui est hyper bas et qui subit pendant les dernières minutes. Moi, j'étais au centre, en fait, je me disais, mais ils vont jamais tenir, quoi. C'était un bloc bas, mais il y avait une sorte de hargne. C'est vrai que là, il ne l'a pas fait lors de ce match, ce qui est assez surprenant. Sur Akanji, on va y revenir. Je vais vous mettre les notes d'ailleurs sur l'écran. Hop, voici nos notes. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux. C'est vrai que moi j'ai mis 5, j'ai mis la pire note avec Luis Enrique. On peut peut-être faire un débat Luis Enrique, j'ai peut-être été dur, mais voilà. Et puis Lautaro qui, toujours un capitaine exemplaire, mais à un moment donné, les gros matchs, il ne fait pas un tir. Ça devient un peu problématique. Mais alors sur Akanji, je suis d'accord avec toi qu'il a souffert face à Højlund. Alors moi j'ai trouvé un premier mi-temps, il a plutôt bien tenu un premier mi-temps face à Højlund, malgré tous les duels. Souvent, il arrivait à le devancer. La seconde période, et l'emblème, c'est un peu ce long dégagement de Milinkovic-Savic vers la 48e, 49e. Et aussi bien lui que Bissek se font exploser à la course par... Ils anticipent mal, en fait. Parce que Højlund part de son camp, du coup, il n'est pas hors jeu, bien sûr. Ça, c'est... J'ai lu beaucoup de gens, et même toi, tu viens de le dire, il aurait fallu mettre Acerbi. Mais si tu mets Acerbi dans cette défense-là, à 50 mètres, alors, soit il prend rouge parce qu'il plaque Højlund, soit Højlund, il finit avec 10 mètres d'avance. Parce que le problème, en soi, c'est pas Akanji, le problème, c'est comment tu défends. Tu défends vraiment au milieu du terrain. Et c'est un choix assumé. Kivu l'a dit, redit. Il l'a fait lors de plusieurs matchs. Contre le Milan, il l'avait aussi fait. Et d'ailleurs, le but part aussi d'un contre, puisque c'est Saelemaekers qui part, frappe repoussé par Sommer et Pulisic qui marque. C'est un choix. Mais le problème, c'est qu'avec ce choix de défense-là, pour moi, à voir qui tu mets entre Bissek et Akanji dans l'axe et qui tu mets à droite, mais en fait, tu es quasiment obligé de jouer avec eux. Et s'il ne fait plus jouer De Vrij et Acerbi, parce qu'ils ont disparu tous les deux depuis 2 mois, c'est parce qu'en fait, pour jouer comme ça, tu n'as pas le choix. Parce qu'encore une fois, Acerbi, si tu le mets avec défense basse, comme c'était le cas avec Inzaghi, et que tu lui mets du Lukaku, du Haaland, on s'en souvient, même s'il était un peu plus jeune, Acerbi, ce moment il a 37 ans. Avec des défenseurs comme ça, avec des attaquants comme ça, bloc bas, Acerbi, marquage 1 contre 1, il les tient, il n'y a aucun problème. Si tu le mets à 50 mètres du but, comme contre le Napoli au match aller, même si ce n'était pas un attaquant puissant, puisque c'était Neres qui était fuyant, mais Acerbi au match aller, il faut se souvenir, il fait un match cataclysmique. Donc, c'est ça pour moi le problème, c'est qu'en fait, tu es obligé de jouer avec cette défense-là si tu veux jouer comme le veut Kivu. Si Kivu ne se renie pas, c'est cette défense-là, et tu acceptes sur certains matchs d'être en grande difficulté,
Sinon, pour lui encore une fois, tu vas sur le mercato, tu lui prends un vrai défenseur rapide de plus. Et tu dis à Cherby ou De Vrij d'aller retrouver Inzaghi en Arabie Saoudite. Après, la gestion de ce long dégagement de Milinkovic-Savic, peut-être qu'Acerbi l'aurait pas géré non plus de la même manière. Parce que là, je trouve que c'est la gestion après du rebond. Il y a un rebond, c'est ça, et qui leur passe derrière, et après, Olun file. Mais je pense que la gestion, peut-être qu'Acerbi, en effet, comme tu dis, si il s'était fait avoir de la même façon qu'Akanji, bah, c'est sûr que il aurait fait faute, ça aurait été rouge, ça aurait peut-être compliqué encore plus les choses, ou je ne sais pas. Donc ouais, clairement. Mais l'approche défensive n'est pas la même. Peut-être que lui aurait... après, c'est facile de dire ça. On lance des hypothèses, mais voilà, peut-être qu'il il aurait mieux géré ce rebond, ce dégagement. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment à la 75e, c'est ça, un 75e, hein, qu'on marque le 2-1, quelque Oui. chose comme ça. Ça, à partir de là, il faut réagir défensivement, tu vois? Tu vois qu'il y a un souci, faut changer quelque chose, au niveau de la défense. Ça allait pas, quoi. Et peut-être aussi qu'on a souffert du fait que, il y avait Luis Enrique, d'un côté, et que certainement aussi que ses équipiers sont conscients qu'il a des limites et qu'il faut venir l'aider davantage. Et alors, si on vient l'aider, ça veut dire qu'on libère de l'espace autre part. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but. Donc, des problématiques, il y en a un peu partout aussi. Même en attaque, ça n'a pas été parfait du tout. Juan Jesus a fait un super match. Je disais, ça m'apprendra à parler trop vite. Je disais de mon côté, devant la télé, je me dis, comment c'est possible encore Juan Jesus en 2026? Et je le disais pour rire, et on va pas gagner ce match, quoi. Et en effet, Juan Jesus, super match. Il a pocket Lautaro et Thuram. Super intensité, duel gagné, etc. Je me dis, c'est pas possible. À partir du moment où tu arrives à faire de Juan Jesus, à lui faire un super match en 2026 dans un grand match, comment c'est possible que les joueurs de l'Inter, avec la qualité qui n'a rien à voir avec Juan Jesus, même si, merci pour son passage à l'Inter, etc., par le passé, etc., c'est pas le sujet. Mais comment, avec ces joueurs de cette qualité, eux, n'arrivent pas à faire un match comme ça? C'est dans la tête. Et pour moi, le problème est dans la tête depuis un an, quoi. Après, rentrer juste comme la façon dont Spinazzola est devenu peut-être encore un meilleur joueur qu'il ne l'était lors de l'Euro 2021. Enfin, ça, on s'est compté, on l'a vécu même à l'Inter. Il y a des joueurs comme Ashley Young qui arrivait comme ça et qui a fait tout le côté d'Armian, qui était un joueur, même si ça continue avec Inzaghi, mais un joueur prépondérant, alors que c'était un joueur. C'est un joueur, parce qu'on ne faut pas oublier que Matteo Darmian est toujours un joueur de l'Inter, même s'il est blessé depuis à peu près 4 mois et que chaque semaine on dit il va revenir la semaine prochaine. Ce qui fait que, on va pas faire un long débat sur lui parce que je trouve pas juste de mettre des torts à une personne qui n'est clairement pas un leader. On va plus reparler de Lautaro, Barella et compagnie après. Mais Luis Enrique, je crois que c'était son 9e match titulaire de suite. Donc là, il y a un vrai problème à droite. Cancelo n'est pas arrivé, vous avez suivi. Et pour l'instant, on est le 12 janvier, et du côté du directeur sportif et du président de l'Inter, on dit s'il y a une opportunité. Donc voilà, on attend que Darmian revienne un jour pour peut-être faire souffler Luis Enrique. Dumfries devrait revenir vers la mi-mars. L'objectif, ce serait espérer de l'avoir début mars pour le derby de Milan. On verra. Mais bon, pour l'instant, donc il y a toujours Luis Enrique qui joue. Et en fait, j'ai remarqué que dans les analyses envers Luis Enrique, il y a un peu deux routes qui vont de plus en plus... qui s'éloignent de plus en plus. D'un côté, il y a ceux qui, à chaque match, disent il est nul, il sert à rien, il fait pas un centre, il fait pas un dribble. Et ceux qui, au contraire, disent ah, mais regardez, il joue toujours de l'avant, il fait des bonnes passes que ne fait pas Dumfries, il est très discipliné tactiquement. Et en fait, moi, je suis d'accord avec les deux. Dans le sens où, encore hier, je trouve que tactiquement, il est discipliné. Moi, à chaque fois que je le vois au stade, en fait, je le regarde beaucoup parce que je suis assez curieux de voir les marges de progression qu'il a. Et c'est vrai qu'il passe son temps à se retourner, à regarder. Il écoute beaucoup Akanji, Bisek et Barella pour se replacer. Il est vraiment à l'écoute. Donc, il est très impliqué. Il écoute beaucoup Kivu aussi. Tu sens que c'est un garçon qui, même un petit peu timide, un petit peu introverti, mais qui fait les choses, qui veut pas se tromper, en fait, qui veut pas faire d'erreur. Le problème, c'est que je trouve que défensivement, il est quand même assez mou. C'est-à-dire qu'il ne fait pas d'erreur grosse,
mais il va pas au contraste sur les centres, donc il laisse centrer. Il est un petit, voilà, il lui manque quelque chose d'un petit peu dur, ce qui est un peu normal parce que c'est pas un défenseur de métier. Donc, et offensivement, c'est pareil. Il a fait quoi? 3 centres hier. C'est des centres, en fait, t'as l'impression qu'il centre parce qu'il faut centrer. Il le met toujours un petit peu au milieu, comme ça, sans chercher quelqu'un. Et donc, c'est pour ça, moi, je lui ai mis 5. J'étais un petit peu dur, peut-être. Aussi parce que les 2 buts, au final, ils arrivent où il est dans la zone. Il n'est pas vraiment fautif, mais il aurait pu faire quelque chose, il ne le fait pas. Et un peu cette frustration, en fait, du joueur où tu te dis, c'est vrai qu'il a certaines qualités balle au pied, il joue de l'avant, il fait des belles. Il arrive toujours à sortir de la pression de façon propre. Ce que Dumfries ne fait jamais, Dumfries est toujours derrière. Ok, alors pour tout le reste, il est neutre, en fait. Et c'est frustrant. C'est aussi pour ça que je lui ai mis le point d'interrogation, moi, dans mes notes, parce que je savais pas quoi dire, parce que je suis d'accord que, en fait, ça se voit aussi qu'il fait ce que Kivu lui demande. Mais je pense qu'il souffre aussi du fait d'être brésilien, hein, que il y a eu un Brésilien à l'Inter qui s'appelait Maicon et qu'on a envie que ce soit un Maicon. C'est pas un Maicon, mais on a envie qu'il fasse des choses, quoi. À la base aussi, il est lié, non? Luis Enrique. Donc, Oui, oui, il oui. a un talent offensif. Il est censé savoir dribbler. On attend de lui, je pense, la communauté de l'Inter attend de lui qu'il aille dribbler, qu'il aille passer un homme, qu'il tente un peu plus. Et c'est offensivement que moi, ça me dérange. J'ai encore du mal à vraiment le cerner. Il s'impose pas, quoi. Sa personnalité ne s'impose pas encore. Il fait ce qu'on lui demande, mais il fait pas, il se libère pas, quoi. Et je pense que le jour où il se libérera, ça donnera quelque chose de bien. Il l'a montré déjà, hein, il a déjà fait quelques dribbles et je pense que c'est un joueur de dribble. Moi, je suis convaincu que c'est un joueur de dribble. C'est un joueur qui peut passer des hommes. C'est un joueur qui a de la qualité offensive, de centre, et cetera. Mais peut-être qu'il se concentre trop sur les consignes et qu'il n'a pas le temps de penser à comment lui ferait les choses. Et peut-être que ça va venir avec le temps. Après 9 matchs de suite, on est en mois de janvier quand même. Il faut, je veux dire, il doit avoir ancré la tactique de Kivu maintenant. Et il est temps de se libérer un peu. Donc, moi, je ne suis pas sorti du train. Je sais qu'on n'est pas nombreux dans le train Luis Enrique. Moi, j'y suis. Mais j'y suis en étant conscient que c'est un joueur qui probablement ne va pas laisser sa trace au club. Mais j'ai envie d'y croire parce qu'à un moment, il faut quand même être derrière les joueurs. Et même s'il ne sait pas que j'existe, je lui apporte tout mon soutien. Putain, je n'arrive même pas à le dire tellement la phrase était improbable. Je lui apporte tout mon soutien. Putain, tout mon soutien. Je fais un AVC. Je fais un AVC. Ben, vu le discours, c'est la seule raison qu'il pourrait valider son discours. Mais soutien. Soutien. Moi, je suis pas dans le train, donc, mais je monte pas. Mais pour moi, c'est pas Maicon, c'est sûr. C'est pas Jonathan non plus. Pour moi, il y a. Ah non, c'est pas Jonathan non plus. C'est ça. Il y a des Meds pour un Italien. Il est au milieu, je pense. Voilà. Mais bon, Ouais. c'est sûr que acheter 25 millions d'euros et dès le mois d'avril, et c'est vrai que bon, maintenant, il est quand même au club depuis début juin, donc la phase d'intégration, puis il n'arrive pas du Brésil. Il a quand même fait plusieurs saisons à Marseille aussi, donc il connaît déjà le foot européen. Certes, le foot italien est très tactique, et beaucoup de joueurs ont souffert au début. Donc c'est pareil. Et je trouve que déjà, le fait qu'il soit discipliné et qu'il ne fasse pas de grosses erreurs, on va dire ça. Moi, je perds ma voix, tu vois, c'est pareil. On va arrêter de parler de lui, hein, parce qu'il... On va arrêter de parler de lui. donc, parlons de Lautaro Martinez. Il y a un vrai débat, Lautaro Martinez, qui avait mis 5 buts en 6 matchs. L'Inter qui était sur 6 victoires en championnat depuis la défaite lors du derby contre le Milan. 6 victoires. Lautaro qui marque lors de 5 matchs, qui rate des occasions aussi improbables, qui fait des transversales, des poteaux, qui rate les ballons. Enfin bon, c'est Lautaro, il aurait pu en mettre 15, mais bon, il en met 5. Pour ceux qui, comme moi, au Fanta Calcio, étaient contents, mais pas trop. C'était toujours la frustration de dire mais tu peux me faire gagner le match un peu plus, mais bref. Mais il était dans une bonne période. Et là, encore une fois, gros match, et il disparaît. Alors, je vais anticiper, par exemple, Quentin, s'il nous écoute, va nous dire mais contre Barcelone, mais contre le Bayern, la saison passée, il a marqué. Donc, la série il ne marque pas depuis genre 2 ans et demi lors des gros matchs, c'est pas vrai.
Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que Lautaro, j'ai l'impression, au-delà de ces buts-là, effectivement, où il les a mis contre le Bayern, contre Barcelone, il en a mis par le passé contre le Milan ou la Juve. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. On parle quand même d'un top attaquant mondial. Après, est-ce que top 10, top 5, vous le mettez où vous voulez, mais top attaquant mondial qui prend 9 millions net par an. Donc, c'est quand même c'est le minimum qu'on puisse attendre du capitaine de l'Inter de marquer contre le Bayern, contre Barcelone, contre la Juve. Je veux dire, c'est normal. Moi, ce qui me gêne, c'est lorsque de ces matchs-là, tu ne peux pas lui reprocher des choses dans l'envie. Encore une fois, il a fait des retours défensifs et j'aurais envie de dire à Thuram, parfois, regarde un petit peu ce que fait Lautaro. Cours toi aussi un petit peu plus pour 2-3 replis défensifs. Parce que Lautaro, il fait des replis de fou. D'ailleurs, le deuxième but, je crois que ça vient d'une perte de balle de lui, mais bon, il est bas, il fait le travail. Il se bat, il tacle. Mais c'est pas possible de sortir de matchs comme ça, que ce soit contre Milan cette saison. Juve, Milan, Napoli, il a fait quoi? Peut-être un tir, 2 tirs, j'ai pas les stats, mais c'est terrible. Il tire pas. Lorsqu'il a le ballon de la surface, il se rate. C'est terrible. Et là aussi, il y a une sorte de frustration parce que c'est les matchs où il doit marquer. Je dis pas qu'il doit que contre la Cremonese ou contre Pise, on s'en fout. C'est parce que chaque but compte et 3 points, c'est 3 points. Donc que tu battes Pise ou que tu battes le Napoli, c'est la même chose. Sauf que contre Pise ou la Cremonese, tu sais que tu peux mettre 2, 3, 4 buts et ça arrive souvent. Donc, le but de Lautaro en soi n'est pas si important. Contre le Napoli, il doit marquer à un moment donné. Contre le Milan, il doit marquer. Et ça me frustre que parfois Thuram marque, que Çalhanoğlu marque et que lui, non. Mais moi, je suis d'accord aussi sur le fait que au niveau tout ce qui est repli défensif, ça fonctionne super bien, mais à un moment, tu as un attaquant, tu dois marquer. C'est ce qu'on te demande. Donc, c'est quelque chose que je lis souvent aussi. Oui, mais dans le jeu, il fait les replis défensifs, il récupère des ballons, il participe beaucoup, il s'implique beaucoup. Mais voilà, ça reste un attaquant. Donc moi, je préférerais limite qu'il fasse pas tout ça, mais qu'il marque, plutôt qu'il continue à faire comme ça. Ou alors, il faut changer son statut. Ce qu'il fait, c'est un travail de numéro 10 ou voire un peu plus bas, quoi. Donc, il faut lui trouver une solution. Et pourquoi pas, c'est très audacieux, hein, c'est un truc de PES que je sors là, mais pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de le mettre derrière justement un duo d'attaquants, Thuram Boni ou Thuram Esposito? Parce que je suis persuadé que vu ce qu'il fait, pas actuellement, mais ce qu'il fait depuis longtemps, de toute façon, avec l'Inter, c'est qu'il participe beaucoup dans le milieu de terrain, il distribue beaucoup sur les côtés, il va beaucoup aussi récupérer le ballon. Et donc, si ça peut servir justement à l'aspect offensif, à servir d'autres attaquants qui vont être meilleurs en conclusion, bah, pourquoi pas? Donc, je sais que ça se fera pas, quoi. C'est une idée totalement PES, ce que je dis là, mais c'est ce qui m'embête avec lui, quoi. Je l'adore, mais au niveau des occasions, des buts, c'est trop compliqué, quoi. Les statistiques vont pas énormément en sa faveur. Après, il faut regarder les matchs, évidemment. Et c'est loin d'être un mauvais joueur. Non, mais encore une fois, c'est parce que justement, on sait sa valeur, on sait l'investissement que le club met sur lui quand même, mine de rien aussi. Après, il le mérite, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que voilà, il y a cette frustration-là. Je voulais vous montrer une petite image quand même qui est curieuse, je ne sais pas, mais vous vous souvenez sûrement de ces 2 pénaltys d'Hakan Çalhanoğlu qu'il avait tiré à la droite du gardien, à la gauche donc pour lui. C'était à chaque fois à la 74e minute, ce qui est fou, devant la Cova Nord, 74e minute. L'an dernier contre le Napoli, il ne marque pas. Puis en novembre, là, de nouveau contre le Milan, 74 minutes face à Maignan, il ne marque pas en tirant du même côté. Là, hier soir, si vous prenez le chrono, on était à la 73e minute. Heureusement que le Tchèque n'a pas duré 1 minute de plus, parce que peut-être que ça aurait changé l'histoire. Il fait poteau rentrant quand même. Mais il tire de l'autre côté. Ouais. Il a changé de côté, cette fois-ci, Çalhanoğlu. Et il marque donc. Et on a vu une sorte de libération pour lui aussi, parce que c'est vrai que ces 2 pénaltys-là, celui de l'an dernier, pèse énormément, parce que tu fais 1-1 au match aller. Et là aussi, on parlait tout à l'heure du match retour, le 1-1 avec le scénario. Mais là, c'est pareil. Si au match aller, tu gagnes 2-1, ça aurait vraiment fait du bien. Et lors du derby, pareil, le fait de ne pas égaliser sur ce penalty avait été pesant. Donc, le voir se débloquer, c'est important. Parce que, surtout qu'on sait, on l'a vu contre Bologne, en Supercoupe d'Italie.
que personne ne se tirait les pénaltys à l'Inter en dehors de lui. Enfin, la façon dont ils ont été tirés, c'est assez lunaire. Donc, c'est bien qu'il se débloque. Mais bon, c'était marrant ce petit fait statistique. En fait, une minute, même Kourlouva, tout pareil. Et donc, il a changé de côté cette fois-ci Çalhanoğlu. D'ailleurs, Milinković-Savić a choisi le même côté qu'avait choisi Meret et Maignan. Donc voilà. Un petit mot rapidement, ensuite on va passer à l'autre débat, mais je voulais ton regard, toi, Ju, parce que il est en forme, et d'ailleurs il est à l'origine du premier but. C'est Zielinski qui est devenu titulaire. C'est un petit peu la surprise, parce que le même 11, on l'a depuis 3-4 ans quasiment. Le milieu de terrain, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan était intouchable. Et là, on le voit depuis 3 semaines à peu près de Zielinski. Il a été titulaire contre l'Atalanta, il a été titulaire contre Bologne. Et là, il a été titulaire hier soir, même si c'est le premier qui est sorti pour un très beau Mkhitaryan, qui provoque le penalty et qui fait un poteau à la fin. Mais ce Zielinski-là aussi est important parce qu'il pied droit, pied gauche, il fait beaucoup de choses et il a un vrai volume de jeu. L'an dernier, on ne voyait pas ça, on n'était même pas à la moitié de ça. Il l'a dit en interview, que Inzaghi ne lui faisait pas confiance, ne lui donnait pas le temps de jeu qu'il méritait. Et pour moi, c'est mérité d'en arriver là. Et déjà l'année dernière, on aurait aimé le voir plus, surtout que Mkhitaryan, ça commençait à être un peu compliqué, mais aussi, un joueur 37 ans maintenant, Mkhitaryan. Et usé jusqu'à la corde par Inzaghi, c'était un peu le running gag des dernières années. Et Zielinski avait besoin de continuité. Tu peux pas le mettre plic-ploc comme ça, alors que c'est quand même un joueur avec de la qualité. C'est pas pour rien qu'on est allé le chercher. Et donc, moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il trouve sa place désormais et qu'il vous fait très bien de le placer parmi les titulaires. Mkhitaryan, merci beaucoup pour son entrée. Je l'ai mis dans les notes main qui prie comme ça parce que il nous a quand même bien sauvés et il aurait pu nous sauver davantage. Mais il a plus sa place de titulaire indiscutable. Zielinski est là, il a pris sa place, il joue très bien que ce soit dans la récupération que dans la participation au contre-attaque. Je trouve que dès qu'on part en contre-attaque, il est très bon pour suivre les attaquants, pour distribuer le ballon au bon timing. Donc moi, voilà, ça m'étonne pas, c'est un joueur de qualité qui avait juste besoin de jouer plus souvent. Et c'est ce que Kivu a fait et ça paye. Donc rien d'étonnant pour moi. Et de ne pas avoir de blessures. La saison passée, il faut quand même rappeler qu'il a eu plusieurs blessures. Donc en plus, ça a haché la possibilité de le faire jouer. Et donc, et quand Zielinski n'a pas de rythme physiquement, on voit c'est vraiment un autre joueur. Et d'ailleurs, puisque Çalhanoğlu est sorti sur blessure ce dimanche soir, c'est pas impossible qu'on retrouve Zielinski du coup, Regista, lors des prochains matchs. Puisqu'on le voit que maintenant c'est devenu l'option numéro 1 pour remplacer Çalhanoğlu, c'est souvent Zielinski, et Barella du coup reste à droite, et à gauche il y aura Sušić ou Mkhitaryan ou Davide, comment il s'appelle, c'est un petit blond, je sais pas. On va faire un wanted parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu quand même, c'est préoccupant. Mais en plus il joue qu'à droite lui, donc mais bon bref. Non, Davide Fratesi, s'il reste au club, pourra aussi être utile très certainement. Mais bon, on parlera du mercato une autre fois. Là, on va finir ce débrief avec 2 petits trucs très rapides. Et cette série, donc on l'a un petit peu évoqué, mais 13 matchs sans victoire contre eux. Parce que c'est bien beau de mettre dans les confrontations directes la Roma, l'Atalanta. Mais si tu prends qui a gagné le Scudetto lors des 23-24 dernières années, tu as 4 clubs. Qui l'a gagné lors des 6-7 dernières années, tu as 4 clubs. Donc à un moment donné, voilà les faits. Juve, Milan, Napoli sont avec l'Inter. Donc c'est les quatre gros clubs italiens. Et depuis la victoire de la Seconda Stelle le 22 avril 2024 à 22h43, depuis cette victoire de l'Inter, 6 matchs nuls, 7 défaites lors de ces confrontations directes. Vous voyez sur l'écran tous les matchs. Je vous ai mis, vous voyez le petit truc vert au milieu, là, c'est la victoire contre le fameux 22 avril. Mais alors depuis, voilà, 6 nuls, 7 défaites. Il y a eu changement d'entraîneur, il y a quelques jours qui ont changé. Mais il y a toujours ce blocage. On a un petit peu parlé au début justement de ce blocage psychologique, de la lecture de certains matchs. Tous les scénarios sont différents, mais au final, il y a toujours ce blocage-là. Et pour vous dire donc, qu'il reste 2 matchs encore, il y en a un à la mi-février, autour de la Saint-Valentin. Le match n'est pas encore fixé, ce sera le 14 ou le 15 février contre la Juve, et ensuite le 8 mars contre le Milan.
2 confrontations directes, c'est aussi pour aller sur ce sujet-là de Giuliano, c'est que donc ça veut dire que au maximum, tu vas perdre 6 points. On parle de Donc, ça si tu aussi. c'est ça. Donc, ça veut dire potentiellement, tu peux dire que le Milan est à +3 et le Napoli à +2. Allez, si toi tu perds les 2 matchs, enfin bref. Mmh. Mais bon, ça veut dire que même si tu perds ces matchs-là, même si tu continues de façon catastrophique à les perdre ou à minima faire match nul, tu es quand même bien parce que tu es +3 sur le Milan pour reprendre un peu de sérieux et +4 sur le Napoli. Tu as ton destin en main, clairement. Oui, clairement, surtout quand on voit les matchs qui arrivent, le calendrier qui arrive, il va falloir, en profiter. On voit que, bah, voilà, ça va être, Lecce, l'Udinese, bon attention l'Udinese, hein, défaite contre l'Udinese au 1er tour, donc faire gaffe à ça. Pise, Cremonese, Sassuolo et bon la Juve là, faudra, performer, c'est sûr. Ça va être un peu l'inverse du premier tour, c'est-à-dire qu'au premier tour, il y avait un turnover qui était effectué en Ligue des Champions parce que des matchs, plus abordables et en championnat, il fallait essayer de performer un peu plus. Ici, j'espère que Kivu va faire l'inverse, où il va faire un peu plus tourner en championnat parce que des équipes plus abordables, et en Ligue des Champions, on est, un peu en danger pour le top 8. OK? Je suis sûr qu'on va se qualifier au moins pour les barrages, mais pour, le top 8 et il faut s'activer et c'est des matchs très difficiles. Arsenal, premier de la phase de ligue. Dortmund, on sait bien que c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Donc, ça va être une gestion assez particulière et j'espère que Kivu va faire les bons choix. Ça me rassure de voir que dans les petits matchs, l'Inter est présente cette saison. Donc, ça peut potentiellement être, une bonne série pour reprendre des points quand on voit aussi que les concurrents se plantent, encore ici dernièrement, le Milan qui, évite la défaite catastrophique 2 fois de suite contre le Genoa et contre, la Fiorentina. Et le Napoli aussi qui perd des points de son côté. Donc, ouais, il va falloir, bien gérer et si on continue à bien gérer les petits matchs, ben, ouais, on peut partir du principe qu'on perd, les gros, bah, ça passera. Ça passera tout juste, mais ça passera. Non, mais c'est vrai qu'après la défaite lors du derby en novembre, l'Inter était tombé à la 4e place et là, depuis, il y a eu 6 victoires, donc ce qui a permis de prendre la 1re place et comme tu le disais, même le Napoli qui a milieu de semaine, parce que le Napoli, on le sait que Conte, il a plein de qualités, mais gérer un match tous les 3 jours, il a du mal et donc soit il sacrifie le match de Ligue des Champions, entre guillemets, «il sacrifie», je pense qu'il prépare, il travaille, c'est pas ça le problème, mais voilà, il n'y arrive pas. Maintenant, c'est un fait et là encore, en milieu de semaine, son Napoli qui a raté la première mi-temps complètement, qui s'est retrouvé en difficulté, qui a réussi à arracher le 2-2, qui aurait même pu gagner, mais qui du coup doit se contenter du nul. Et donc, et on voit le Milan effectivement qui là a pris 2 points en 2 matchs, mais à chaque fois en plus un pénalty raté pour le Genoa dans le temps additionnel. Et hier c'est Boccianini qui fait poteau à la dernière minute. Donc c'est un Milan aussi qui est en difficulté. Donc, c'est sûr que si toi, tu continues et que lors des 5 prochains matchs, Udinese, Pise, Cremonese, Sassuolo et Lecce, le match en retard que tu joues dès ce mercredi, si lors de ces 5 matchs-là, tu fais 5 sur 5, pour moi, tu es champion, quasiment. J'exagère un peu, mais effectivement, parce que tu mets un gros coup, et je suis d'accord avec toi sur la Ligue des Champions, parce que je vous remets le calendrier à venir, mais top 16, tu es quasiment assuré, je pense. Donc, tu aurais le barrage à domicile. Mais le barrage de Ligue des Champions, il se joue entre l'aller avant et le retour après Inter-Juve. La Juve passera par le barrage. Donc, si toi, tu es top 8, en plus, ce match-là, qui C'est pourrait être plus une frais. confrontation directe, tu es plus frais. Toi, tu auras joué contre Sassuolo, tu fais la semaine tranquille de travail. La Juve, de son côté, aura un barrage à jouer. Pensant aussi au retour, donc, ce sera aussi important pour ce match-là. Et on l'a vu lorsque l'Inter a une semaine entière, on l'a vu contre l'Atalanta, par exemple, c'est complètement une autre équipe. Des joueurs comme Barella, par exemple, sont transfigurés parce que, et c'est normal, quand tu joues tous les 3 jours ou quand tu joues une fois par semaine, surtout quand tu joues contre une équipe un peu plus faible que toi, ben voilà, tu es dominant. Donc, donc, ce serait important, effectivement, de faire top 8 aussi pour ça. On l'a vu l'an dernier que ça avait été important pour alléger le calendrier février. Ce sera encore le cas. Arsenal est premier qualifié déjà. Donc, est-ce qu'ils feront tourner? On verra. Mais la clé, c'est là. Faut battre. Tu n'as pas le choix. Tu dois gagner contre Arsenal à domicile. Et tu dois enfin gagner une confrontation directe cette saison parce qu'avec les champions, c'est la même chose. Atlético de Madrid et Liverpool.
Tu peux parler tant que tu veux des scénarios, tout ce que tu veux, mais tu as 2 défaites. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire un match référence. Et même si c'est un Arsenal un peu bis, peut-être pas, peut-être qu'ils vont venir avec tout le 11. Mais même si c'est quand tu vois comment est l'équipe B, en même temps, bon, l'équipe B est quand même récemment la Serie A. Donc, mais voilà, tu n'as pas le choix. Il faut à un moment donné sortir le gros match à domicile. Tu le gagnes. Et je pense que psychologiquement aussi, ça peut te faire du bien au-delà du côté calendrier pour la fin de saison. Surtout que j'imagine qu'ils vont avoir un peu la haine par rapport au match de l'année dernière où on a gagné sur un penalty, hein, c'est ça, un penalty de Çalhanoğlu, je me souviens bien, 1-0. Obtenu par Mehdi Taremi. Ah, Rando Amédis, les bonnes choses qu'il a fait. Il y a ce penalty-là et la défense sur Yamal. Pour moi, il y a 2 choses dans la saison. Le reste, après, bon. oui, voilà. Mais Et ouais. Bon, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mercato, on n'en parle pas puisqu'il n'y a pas de mercato, l'Inter. Donc, non, il n'y a rien à dire. Rendez-vous en juillet. Alors, rapidement, on l'a déjà dit au début, mais effectivement, si un piston droit sur le mercato se présente, mais bon, il reste 3 semaines, on verra. Mais bon, il aurait fallu le prendre au début parce que si tu le prends fin janvier, bon, on verra. Mais après, prendre pour prendre, je ne sais pas. Après, est-ce que Diouf sera utilisé dans ce rôle-là? Est-ce que Darmian va revenir? Est-ce que Kamaté, moi je continue à être le sponsor d'Isiaka Kamaté en tant que piston droit. Je l'ai vu avec certains séries C, mais j'y crois, donc pourquoi pas, on verra. Ouais. Ok, bah merci Cédric. Merci à toi, Giuliano. Merci de nous avoir suivis. Spotify et YouTube en vidéo, sur les autres plateformes en audio. Et puis je vous le montre, hop, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Canal Inter. On salue aussi Logan qui sera avec nous la prochaine fois, qui est absent en ce moment. Et voilà, on vous souhaite encore une fois une bonne année avec nous et un bon calendrier pour ce qui arrive. Comme on dit, on espère assurer en championnat, verrouiller le top 8 en Ligue des Champions. On verra ça sur le terrain. Allez, ciao tout le monde. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.